Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette grande édition de ce jeudi 14 avril 2022. Dans l'actualité ce jeudi, au deuxième jour de sa visite en Jamaïque, le président de la République Paul Kagame s'entretient avec le gouverneur général de ce pays. La première dame du Rwanda, Mme Jeannette Kagame, exhorte les jeunes à s'appuyer sur leurs compétences dans les réseaux sociaux pour démentir les négationnistes du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Au moment où le Rwanda poursuit les 100 jours de commémoration du génocide commis contre les Tutsis, les historiens estiment que la lutte contre les négationnistes doit continuer. Je vous le disais en titre, le président de la République, Paul Kagame, poursuit son périple en Jamaïque. Au deuxième jour de sa visite, le chef de l'État doit s'entretenir avec le gouverneur général de ce pays. Pour savoir plus sur cet agenda du chef de l'État, écoutons à ce propos Jeannette Ouababiei. Au programme, le président Kagame doit s'adresser aussi au Parlement jamaïcain. Cette visite intervient au moment où la Jamaïque fête ses 60 ans d'indépendance, les festivités qui s'étendent sur toute une année. Pendant son séjour en Jamaïque, le président rwandais participera également à ces cérémonies d'indépendance de la Jamaïque. Dans la soirée est prévu un dîner entre le président Paul Kagame et le premier ministre Andrew Holness. Au troisième jour de son séjour en Jamaïque, le chef de l'État rwandais s'entretiendra à huis clos avec le premier ministre jamaïcain, après quoi ils présideront la signature des accords de coopération dans divers domaines entre le Rwanda et la Jamaïque. Sur l'agenda du président Kagame figure aussi une rencontre avec le président du parti People's National Party, Mark Holding. Au terme de sa visite, le président de la République, Paul Kagame, animera conjointement avec le premier ministre jamaïcain une conférence sur comment penser la Jamaïque, l'avenir de la coopération Afrique et Caraïbes. À son arrivée en Jamaïque mercredi, le chef de l'État rwandais s'est d'abord incliné devant la tombe du héros jamaïcain Marcus Mosiah Garvey, réputé pour son combat en faveur des droits des Noirs. Et toujours à ce propos, le Rwanda apprécie le développement de la Jamaïque, le développement enregistré pendant 60 ans d'indépendance. Le Rwanda se déclare également prêt à accompagner ce pays dans son développement. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Ozier Ndagijimana, qui est également en déplacement en Jamaïque. Kassim Youssouf. Le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Uziel Ndagijimana, qui fait partie de la délégation du président de la République en Jamaïque, a participé aux cérémonies marquant le 60e anniversaire de l'indépendance de la Jamaïque. Il a indiqué que le Rwanda se félicite des progrès que ce pays a réalisés dans différents domaines et a assuré que, dans le cadre de la coopération, les deux pays vont œuvrer pour l'accélération du développement de leurs peuples respectifs. On behalf of President Paul Kagame, I convey greetings and congratulations from Rwanda. Au nom du président Paul Kagame, je voudrais vous transmettre les salutations et les félicitations du peuple rwandais pour la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Jamaïque. Vous avez des motifs clairs et la fierté de célébrer les réalisations que vous avez acquises au cours des 60 dernières années et nous sommes heureux d'être ici pour cette célébration. Nous vous assurons des bonnes relations de coopération entre nos deux pays pour le développement intégral des peuples des deux pays. For the benefit of the people of Jamaica and the people of Rwanda. Le Premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness, a exprimé ses remerciements aux invités venus du monde entier pour la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Jamaïque. Et parmi ces invités figure le président de la République, Paul Kagame, qui est arrivé en Jamaïque mercredi dans l'après-midi. Le Premier ministre de la Jamaïque a déclaré que son pays continuera à entretenir des bonnes relations avec tous les pays, y compris le Rwanda, surtout que la Jamaïque soutient la liberté, la démocratie et le développement général de la population.
We are happy to have our brothers and sisters from Rwanda with us in this special moment. Nous sommes heureux d'avoir avec nous nos frères et sœurs venus du Rwanda dans ces moments particuliers. Le président Paul Kagame du Rwanda a quitté le continent africain juste après la visite qu'il effectuait au Congo et il est avec nous en ce moment où nous examinons les opportunités d'investissement dans les deux pays. Au cours des 60 dernières années, notre pays a réalisé un progrès considérable, notamment dans l'éducation, l'économie, la santé et la construction. Les facteurs qui ont permis tout cela et que nous ne pouvons pas ignorer, c'est la liberté que jouit notre population et la démocratie. La Jamaïque est la première démocratie noire dans le monde. La Jamaïque a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1962. Elle est connue pour son tourisme de classe mondiale et le secteur de services en général qui intervient à hauteur de 70% au produit intérieur brut du pays. Le Rwanda a signé ce jeudi un accord de partenariat avec le Royaume-Uni, un accord qui permettra au Rwanda d'accueillir sur son sol les migrants qui vivaient illégalement au Royaume-Uni. Cet accord concerne aussi bien la migration que le développement. Olive Nété nous fait le point. Cet accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni a été signé par le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération, le Dr Vincent Biruta, et la secrétaire d'État à l'intérieur au Royaume-Uni, Priti Patel. Cet accord permettra au Rwanda d'accueillir sur son sol des milliers de migrants qui vivaient illégalement au Royaume-Uni. Côté rwandais, ce geste s'inscrit dans la ligne politique du pays de valoriser l'être humain et de venir en aide aux nécessiteux. La secrétaire d'État à l'intérieur au Royaume-Uni estime pour sa part que la signature de cet accord démontre la volonté de son pays de s'adonner efficacement aux problèmes des migrants, l'un des défis de taille auxquels le monde entier est confronté aujourd'hui. Pour la mise en pratique de cet accord, le Rwanda s'appuiera sur les conventions internationales ainsi que sa politique régissant le développement du bien-être social. Cet accord s'étendra sur une période de 5 ans et le Royaume-Uni débloquera une somme de plus de 150 milliards de livres sterling qui contribuera entre autres à délivrer aux migrants des services de l'éducation, de la santé et de l'emploi. Les services qui profiteront au reste de la population puisque les migrants seront intégrés dans le cours normal des autres Rwandais. Avant de signer cet accord, la secrétaire d'État à l'intérieur au Royaume-Uni a d'abord visité le site mémorial de Kigali à Gisozi et a honoré la mémoire des victimes du génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Elle a visité aussi diverses infrastructures qui serviront ces migrants une fois arrivés au Rwanda. Nété Olive, télévision rwandaise. La première dame du Rwanda, Mme Jeannette Kagame, exhorte les jeunes à lutter énergiquement contre le négationnisme du génocide en s'appuyant sur le développement et leurs compétences dans les réseaux sociaux. La première dame du Rwanda, Mme Jeannette Kagame, s'exprimait au cours d'un exposé qui s'est penché mercredi sur le rôle des jeunes dans la lutte contre le négationnisme du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Kassim Youssouf. Environ 280 jeunes hommes et filles en provenance de 33 pays, dont le Rwanda et surtout ceux qui sont nés après le génocide perpétré contre les Tutsis, ont participé à l'exposé Kugicaniro où des conseils et des témoignages sur ce qui s'est passé pendant le génocide perpétré contre les Tutsis leur ont été donnés. Nyombaire Yvette était âgée de 12 ans lorsque toute sa famille a été massacrée pendant le génocide perpétré contre les Tutsis et qu'elle est restée orpheline, qui a vécu une vie très dure. Cela signifie que ce combat est le nôtre. Qu'on se bouge parce que j'admets que vivre dans cette histoire, nous en sommes les dépositaires. Qu'on se dise la vérité. Qu'on ouvre des cœurs pour que nous puissions puiser pour les jeunes et vous. Permettez-nous d'échanger des idées. Vous connaissez divers réseaux sociaux que je ne connais pas de nom. Utilisez-les. Mais vous ne le ferez pas bien si vous n'étudiez pas.
Cet exposé a été organisé conjointement par les jeunes membres de l'organisation Peace and Love Proclaimers, PLP, la fondation Imbuto et l'organisation Aegis Trust, qui œuvrent pour la prévention du génocide. Les jeunes qui ont participé à ce débat indiquent s'être engagés à ne pas prendre à la légère la lutte contre le négationnisme et le révisionnisme du génocide perpétré contre les Tutsis. Nous devons nous rappeler que les négationnistes et révisionnistes du génocide sont comme des mauvaises herbes. Lorsque vous les laissez grandir, le champ devient improductif. Unissons alors nos efforts pour les combattre sérieusement. Nous sommes prêts à faire tout ce qui est possible et fournir les efforts nécessaires pour acquérir des connaissances sur ce qui s'est passé, chercher de bonnes informations que nous allons délivrer, lutter contre ceux qui banalisent le génocide sur Internet selon nos capacités. Une fois en dehors, c'est sensibiliser ceux qui n'ont pas participé à cette activité parce que tous les jeunes ne pouvaient pas y participer à la maison, chez mes amis, à l'école. Sensibiliser donc mes collègues. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le docteur Bizimana Jean Damascène, indique qu'il y a 800 livres qui ont été écrits sur le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda et qui contiennent beaucoup d'informations qui aideraient les jeunes à démentir les négationnistes et révisionnistes. Je voudrais parler de deux choses. Le premier concerne le fait de connaître l'histoire. Les jeunes, vous avez la chance d'être dans un pays ayant un bon leadership, mais qui a été caractérisé par cette sombre histoire qui a fait que plus d'1 million de Tutsis soient massacrés. Connaître cette histoire, c'est un impératif. Connaître ce qui l'a caractérisé, car c'est l'un des éléments de l'héritage que vous aurez à préserver. La première dame Jeannette Kagame, présente à cette activité, a exhorté les jeunes à réfléchir sur le courage que les Rwandais ont eu besoin pour reconstruire leur pays qui avait été détruit. La première dame a fait savoir que le pays a choisi de privilégier la paix et l'amour et a demandé aux jeunes de préserver ce que le pays a acquis. Those watching in this room, this country or outside of it. À ceux qui sont dans cette salle, à ceux qui sont au pays et à ceux qui sont à l'extérieur. Nous sommes un seul Rwandais et nous partageons tous ce pays qu'est le Rwanda. Comme l'a dit un poète, nous sommes des vrais Rwandais. Je suis persuadé que pour tous ceux-là qui sont confrontés au traumatisme, à la tristesse, ou à ceux qui veulent les distraire, ou ceux qui divisent les Rwandais, chacun pourrait se poser des questions de curiosité. Quelle alternative avions-nous? Qui pourrait condamner le gouvernement qui a remplacé le gouvernement ségrégationniste en place, remplacé par celui de l'unité des Rwandais? Qui aurait condamné le gouvernement qui a instauré la justice réelle au lieu de se venger? Le gouvernement qui a fait rentrer sa population, utilisée comme armée par les génocidaires. Le gouvernement qui a également supprimé la peine capitale et qui a accordé la liberté totale à chaque Rwandais. Nous devons lutter à toujours comprendre que nous devons être les mêmes, être redevables et beaucoup réfléchir. Be accountable and think big. Les jeunes ont été invités à avoir du courage dans tout ce qu'ils réalisent et éviter tout ce qui les décourage et qui veulent les faire reculer dans le processus de développement. Toujours à ce propos, l'historien et chercheur français Jean-François Dupaquier estime que 28 ans après le génocide commis contre les Tutsis, l'on ne doit pas baisser de garde dans la lutte contre les négationnistes du génocide qui s'appuient énormément sur le progrès actuel de la technologie. Jean-François Dupaquier. Après le génocide des Tutsis du Rwanda, il s'est passé un phénomène considérable qui est l'avènement des réseaux sociaux. Il faut toujours le rappeler, c'est qu'au moment du génocide, les appareils photo numériques n'existaient pas, Internet n'existait pas, même les téléphones portables étaient vraiment très peu répandus, seulement dans les élites dirigeantes de quelques pays. Et donc,
le négationnisme avait difficilement sa place sur un système qui était très structuré de communication. Le négationnisme, nous l'avons vu apparaître bien sûr pendant le génocide, puisque c'est une partie de l'idéologie du génocide de dire qu'il faut exterminer les Tutsis avant qu'ils réalisent leur projet génocidaire contre les Hutus. Et ce sont des propos tenus par Léon Mugesera dès 1991 et par bien d'autres dans la presse extrémiste que nous avons analysée sous la direction de Jean-Pierre Chrétien dans les médias du génocide. Cet historien déplore par ailleurs le fait que certains négationnistes du génocide sont poussés par les intérêts économiques. Ça me permet de vous parler de la principale difficulté que nous avons vis-à-vis des négationnistes, c'est cette revendication de la liberté d'expression. Ce n'est pas seulement le président Habyarimana, c'est tous les négationnistes prétendent qu'ils exercent leur liberté et qu'on a le droit de tout dire. Donc, ce combat contre le négationnisme n'est pas gagné. Même si nous avons aujourd'hui les instruments juridiques qui permettent de traduire devant les tribunaux des propos qui sont ouvertement ou insidieusement négationnistes, ça n'est pas gagné. Le fait que nous ayons affaire aujourd'hui à un business du négationnisme change complètement les données du problème. Parce que l'argent attire évidemment la convoitise. Il y a des gens, à mon avis, qui vont apparaître encore pour profiter un petit peu de cette espèce de gâteau qui leur est offert. Parlant toujours du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, plus d'1 million de Tutsis ont été massacrés au vu de tout le monde et on déplore surtout la lâcheté de la communauté internationale qui n'a rien fait pour l'arrêter alors que c'était possible. Dans un instant, nous nous sommes entretenus avec l'ambassadeur Joseph Nsengimana qui connaît beaucoup le système des Nations Unies. Il commence par nous dire le pourquoi d'un tel comportement si lâche. Dans ce contexte, la communauté internationale, c'est-à-dire les Nations Unies, ont même des structures pour empêcher, des structures censées empêcher la commission de génocide. Alors, si nous regardons justement son organisation et sa façon de faire, et il y a tantôt l'efficacité et l'inefficacité. Alors on peut dire que l'efficacité ou bien l'inefficacité des Nations Unies est due à quoi? C'est dû aux intérêts. Parce que les Nations Unies, c'est un ensemble de pays, effectivement. Mais quand vous regardez dans le sens de défendre la paix dans le monde, il y a un organe spécifique qui s'appelle c'est un organe qui est composé essentiellement de 5 États qui ont le Conseil de sécurité. En matière de sécurité, de paix et de sécurité dans le monde, c'est cet organe qui prend les décisions d'intervenir ou de ne pas intervenir. Et alors, on a longtemps parlé des réformes de ce Conseil de sécurité, ces réformes des Nations Unies. Est-ce que finalement on peut croire que ça arrivera un jour? Difficile, parce que maintenant, ça va faire presque 30 ans que cette décision a été prise. La décision a été prise on voulait, étant donné les affaires du monde, on voulait qu'il y ait plus de participants dans ce conseil et que surtout les pays du Sud, c'est-à-dire les pays en voie de développement, puissent entrer dans le Conseil de sécurité. Mais depuis donc plus de 20 ans, il y a eu beaucoup de négociations. Mais parce que pour que ça soit appliqué, les 10 États doivent l'accepter. Et l'accepter pour eux, c'est perdre leurs privilèges. Donc, il est difficile de dire quand ça finira. Et c'est une sorte de cause latente du malaise qui vit et survit au sein des Nations Unies de manière générale. Est-ce qu'on peut dire que
le génocide qui a eu lieu ici au Rwanda, qui a été commis au vu de tout le monde. Et personne n'est intervenu à part le FPR Inkotanyi qui a stoppé le génocide. Est-ce qu'on peut dire que ce génocide a laissé une leçon au monde entier, en particulier aux Nations Unies? C'est évident une leçon, que ça a laissé une certaine leçon aux Nations Unies parce que le génocide des Tutsis au Rwanda, c'est un génocide particulier. C'était un génocide que l'on a appelé depuis un génocide de proximité. Un génocide qui a été diffusé tout le long, à partir du premier jour de ce génocide. Ça a été diffusé très largement, c'est-à-dire que ce génocide a été commis au vu et au su de tout le monde. La leçon, c'est que les Nations Unies ont été défaillants face à leur responsabilité d'arrêter le génocide des Tutsis au Rwanda. Oui. Et alors, face à ces défaites, cette lâcheté, on dirait, est-ce qu'on peut croire que le plus jamais ça qui avait été prononcé après l'Holocauste, le plus jamais ça, est-ce que peut-être vraiment une réalité ou bien ça va rester seulement au niveau des paroles? Je pense que de plus en plus, avec le cas du génocide des Tutsis au Rwanda, c'est évident que le plus jamais ça, après d'autres génocides, parce qu'entre-temps, il y a eu d'autres génocides qui ont été commis également, c'est que le plus jamais ça devient de plus en plus relatif. On se rend compte que oui, c'est un grand mot, c'est un slogan presque, mais ça reste davantage un slogan qu'une position ferme d'intervenir. Parce que plus que l'intervention, il y a les intérêts des pays. Le cas du Rwanda était un cas d'exemple. Je pense c'est un cas qui montre très bien combien ces organisations, je dirais, relativement très fortes, sont orientées essentiellement par leurs intérêts. Les intérêts des grands qui sont les premiers. Le cas du Conseil de sécurité est clair. Là, ils ont le droit de veto. Donc, le système même, je dirais, n'exclut pas que même les cas forts, comme le cas de génocide, soient seconds par rapport aux intérêts propres des États. Et c'est évident que ça crée un problème. Ambassadeur Joseph Nsengimana, merci beaucoup pour votre éclairage. Je vous en prie, merci beaucoup. Les Rwandais sont invités à promouvoir davantage le programme de l'unité que le pays a choisi. Une invitation faite lorsque les agents du ministère de la Jeunesse et de la Culture, du ministère du Genre, de la Promotion de la Famille et des organes tels que la Commission des États du Rwanda, la Commission de la Fonction publique, le Conseil national des femmes et du Conseil national des jeunes se sont rassemblés au mémorial de Kigali à Gisozi pour l'activité de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Rosemary Mbabazi, a souligné notamment que les jeunes sont parmi ceux qui ont joué un rôle dans le génocide perpétré contre les Tutsis, mais qu'ils doivent aujourd'hui ne pas permettre que le pays sombre encore une fois dans les ténèbres. Le secrétaire exécutif de l'association des rescapés du génocide Ibuka, M. Naftar Aïchakié, a fait observer qu'il y a beaucoup de valeurs morales que les Rwandais peuvent apprendre des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis, notamment la patience, la persévérance et le patriotisme. La ministre du Genre et de la Promotion de la Famille, le professeur Jeannette Baïsenye, a exhorté tout un chacun à promouvoir l'unité et à éviter tout ce qui pourrait entraîner le pays dans la division.
Arrivé au terme de cette édition, voici le rappel des titres. Au deuxième jour de sa visite en Jamaïque, le président de la République Paul Kagame s'entretient ce jeudi avec le gouverneur général de ce pays. La première dame du Rwanda, Mme Jeannette Kagame, exhortait les jeunes à s'appuyer sur leurs compétences dans les réseaux sociaux pour démentir les négationnistes du génocide perpétré contre les Tutsis. Et au moment où le Rwanda poursuit les 100 jours de commémoration du génocide commis contre les Tutsis, les historiens estiment que la lutte contre les négationnistes doit toujours continuer. Et voilà, c'est par ici que nous allons boucler cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe qui a participé à sa réalisation, Jean Damascène Manishimwe, je vous remercie encore une fois et bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.